je voudrais commencer par un témoignage. Ce témoignage, c'est l'hospitalisation de mes parents cette année. L'un en CHU, l'autre en clinique, puis en maison médicalisée. Ce qui a été frappant dans les deux cas, c'est la relation avec les professionnels. Il y a eu d'abord des sources d'agacement communes, des détails. Un plafonnier qui reste allumé toute une nuit parce que personne n'est capable de l'éteindre. Un classique, si je puis dire. Le balai incessant des soignants dans la chambre de l'hôpital alors que vous souhaitez du repos. Des difficultés d'information pour savoir ce qui se passe. Des difficultés à comprendre quel est le médecin référent parmi tous les interlocuteurs. Un langage parfois hermétique. On a dit à un de mes parents qu'il était plus souhaitable qu'il aille en CRF plutôt qu'en SSR, mais qu'il pouvait avoir recours à des services d'HAD, mais que fort heureusement, il n'avait pas besoin de services de Maya ou de clic. Pour le rassurer, on lui a expliqué qu'il avait un protocole personnalisé de soins. On lui a dit qu'il était un patient complexe. Délicatesse langagière qu'il a un peu irrité, parce qu'il a trouvé que s'il y avait quelque chose de complexe, ce n'était pas lui, mais le système. Plus inquiétant, des situations où l'écoute n'est pas au rendez-vous. Un de mes parents avait 8 doses d'insuline avant l'hospitalisation. Comme la nourriture est plus allégée lors de l'hospitalisation, il a suggéré qu'on diminue les doses. On lui a répondu, en maison médicalisée, on ne modifie pas le protocole. Il a fait un petit coma hypoglycémique avant qu'on accepte de modifier ces doses. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Voilà l'idée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre vie quotidienne, on est envahi par la personnalisation. La personnalisation, par exemple, d'une voiture. Vous voulez acheter une voiture, on dit qu'on va vous la customiser. Vous allez chez Ikea, vous voulez, par exemple, avoir une cuisine, on vous la personnalise. C'est vrai aussi pour la banque, pour la compagnie aérienne. C'est vrai pour l'ordinateur. J'ai vu hier soir, j'ai un module de personnalisation sur mon ordinateur. Alors, l'idée est simple. Pourquoi ne pas personnaliser le service au patient? S'il y a bien quelque chose qu'on souhaite personnaliser, c'est son parcours de santé, qu'on prenne compte de nos besoins et de nos préférences au moment où on est fragile et où on est malade. Vous pouvez me dire que ça existe déjà, il y a le colloque singulier, c'est vrai, mais c'est une personnalisation essentiellement clinique. Il y a aussi plus récemment la médecine personnalisée. C'est une personnalisation, mais d'ordre génomique. Il va y avoir de formidables avancées qui sont présentées aujourd'hui, notamment par mes collègues de Gustave Roussy. Mais moi, je souhaite vous parler de la personnalisation du service tout au long du parcours du patient. L'histoire de mes parents, à mon avis, n'est pas un cas isolé. On n'est pas vraiment dans une personnalisation du parcours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes formidables, il y a des personnes extraordinaires qui font des efforts dans tout le système. Mais ce n'est pas formalisé. Et d'une certaine façon, à l'heure actuelle, tout dépend de la personne sur qui vous tombez et, si je puis dire, où vous tombez. En agissant de la sorte, on ignore les gisements de productivité que peuvent apporter une meilleure personnalisation. En termes de qualité, d'abord. Évidemment, en satisfaction, confort. Mais même prévention des erreurs. Dans certaines études, on implique beaucoup plus ce patient, et le patient, évidemment, est la personne la plus à même de savoir de quel côté il va se faire opérer. Adhésion au traitement aussi. Un patient qui est dans une meilleure relation est plus en confiance. Et il est plus compliant au traitement. Or, vous savez comme moi que la non-observance est un vrai problème de santé publique à l'heure actuelle. Sur le plan économique également, des gaspillages. Des hôpitaux ont montré qu'en variant tout simplement le menu des petits déjeuners, les patients mangeaient mieux, ils étaient plus satisfaits, et on économisait jusqu'à 30% de la nourriture qui avant était jetée. Or, ces gaspillages, je vous rappelle, que ce soit ces actions inappropriées, des doublons, des hospitalisations injustifiées, c'est le poste de dépense le plus important à l'heure actuelle dans les systèmes de santé. Entre 20 et 35% selon les estimations. Alors, que faire? Dans mon domaine de recherche, la recherche en gestion, on expose le problème de la manière suivante. Comment gérer la singularité à grande échelle? On joue sur 3 leviers. Le premier, c'est la formation. Moi, je suis un ancien interne des hôpitaux de Paris. Pendant toutes mes années d'études, je n'ai pas eu 1 heure de formation sur la relation au patient, sur le service ou l'empathie. En comparaison, les compagnies aériennes ont des écoles de service où vous apprenez à chaque professionnel d'adapter votre comportement en fonction de l'interlocuteur. Deuxième levier,
l'implication du patient, ce que les anglo-saxons nomment le patient empowerment. Cette idée que le patient est un acteur à part entière de sa prise en charge. C'est une des curiosités de nos systèmes de santé modernes. Le patient est sans doute la ressource la plus mal exploitée. Or, des études montrent qu'un patient impliqué, c'est un saut qualitatif et des économies substantielles, notamment en déléguant certaines actions. Troisième levier, le recours évidemment au numérique. Les portails Internet, les smartphones, les outils connectés. Les portails Internet, par exemple, permettent des suivis à distance. Nous avons développé à Gustave Roussy un portail qui s'appelle Capri et qui permet désormais aux patients, lorsqu'ils sont à leur domicile, de rester en contact et de poser toutes les questions qu'ils souhaitent à l'établissement. De la même façon, ces outils numériques peuvent permettre des réponses beaucoup plus personnalisées. Un patient qui est en isolement social a des besoins de suivi tout à fait différents qu'un patient qui a un entourage familial. Je rajouterai à ces trois leviers une condition, de la méthode dans la mise en œuvre, que ce ne soit pas un gadget, que ce ne soit pas seulement l'outil technologique, ça a été évoqué précédemment, que ce ne soit pas de l'anarchie. Un hôpital dont je tairai le nom a récemment développé un programme personnalisé de suivi où 4 personnes différentes, au nom de l'hôpital, appellent le lendemain de la sortie de l'hôpital le même patient en lui demandant comment ça va. À la 4e fois, le patient rapporte qu'il commence à être anxieux en se demandant si on ne lui cache pas quelque chose. Je voudrais terminer par un message d'espoir. J'ai peut-être un peu caricaturé la situation, mais il y a déjà de formidables initiatives locales, des innovations organisationnelles en France qu'il faut soutenir, notamment dans le médico-social. Il y a aussi des références. Kaiser Permanente aux États-Unis a une application où tout assuré a une relation personnalisée à toutes les étapes. Des établissements où des personnes vous attendent à l'accueil ou dans le parking et vous accompagnent à la chambre sans frais supplémentaires. Des établissements qui réfléchissent des circuits uniques, comme dans le cancer du sein, en faisant même un argument d'attractivité parce que c'est plus personnalisé. En progressant dans la personnalisation, on peut espérer avoir une organisation plus efficiente, ce qui est un enjeu évidemment actuellement. On peut espérer redonner la confiance aux patients dans le système. On peut espérer qu'ils soient plus autonomes et qu'ils ne viennent pas à l'hôpital pour n'importe quel motif. Et puis, mesdames et messieurs, j'espère vous avoir convaincus qu'avec la personnalisation, c'est le bien-être de nos parents et des grands-parents que nous allons devenir dans le futur qui est en jeu. Voilà, je voudrais terminer par un petit message personnel. Ma maman est dans la salle et je l'embrasse. Voilà, je voulais vous montrer comment on établit une relation personnalisée. Je vous remercie.